Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Sylvain. Sylvain qui a participé de manière indirecte à notre conversation avec David Le Breton. Il a d'ailleurs même, suite à cette conversation, acheté son livre. Donc Sylvain était dans une démarche de réflexivité qui, vraiment, les personnes que j'aime voir à mes conférences, c'est-à-dire vraiment, c'est voilà, des penseurs qui n'ont pas toujours le temps de lire, qui n'ont pas toujours le temps de se mettre à part pour creuser des questions, mais dès qu'ils en ont l'occasion, qui se faufilent dans ce petit trou de souris. Donc, bonjour Sylvain. Bonjour, Mehdi. Alors, est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on se voit? Oui, nous pourrons nous tutoyer, oui. Ok, très bien, Sylvain. Du coup, tu disais que donc voilà, tu avais commencé à ce livre-là avec David Le Breton, et je te laisse me dérouler un petit peu tes pensées par rapport à tout ça. Oui, je veux bien. Donc, je dirais que ce qui m'habite depuis plusieurs années, c'est la place du silence dans nos vies. C'est pour ça que je t'ai connu indirectement, et je suis tout à fait passionné par cette problématique, cette question. Est-ce lié à cette période de ma vie? Est-ce lié où j'en suis maintenant dans mon chemin de vie? C'est que j'ai la conviction, comment dirais-je, pas la certitude, je cherche mon mot, que nos vies sont vraiment encombrées de bruit, et d'autant plus, non pas, je ne parle pas que du bruit des décibels, mais du bruit de l'information, d'autant plus qu'avec les nouveaux outils qui nous ont, qui sont maintenant dans lesquels nous sommes, tout ce qui est autour du numérique, nous n'avons plus de temps, nous ne prenons plus le temps de nous recentrer, de revenir un peu dans notre cœur, je peux dire comme ça. Et l'impact, une des conséquences, c'est que nous sommes de plus en plus seuls et de moins en moins en relation. Donc, quand j'ai écouté ta conférence avec David Le Breton, ça a vraiment fait écho en moi, parce qu'il distingue bien la communication de la conversation. Et je donne un exemple tout simple, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent tendance, même dans nos réseaux, dans nos relations, on s'envoie des SMS ou on s'envoie des WhatsApp ou autres, mais on ne se téléphone plus, on n'est plus vraiment en contact. On envoie de l'information. Voilà, on envoie de l'information, comme un robot peut nous envoyer de l'information, comme on en reçoit plein de notifications chaque jour. On répond à l'information, mais on n'est pas en relation. C'est juste de l'information qui échange, comme si nous étions presque réduits à des machines qui s'envoient des informations. Et de ce fait, beaucoup, ça me serre le cœur même en le disant, beaucoup aujourd'hui sont dans mes réseaux, dans ma famille et partout, sont vraiment très seuls. Seuls derrière leur téléphone, seuls derrière leurs écrans, mais pas souvent en contact, pas souvent dans une discussion gratuite. Et voilà. Alors, voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas, je suis peut-être un peu confus, mais c'est un peu où j'en suis aujourd'hui, voilà, ce matin. Moi, je trouve ça pas du tout, personnellement, je trouve ça pas du tout confus, je trouve ça très clair. Et d'ailleurs, je trouve ça même un peu paradoxal parce que, alors je ne sais pas si là, les amis dont tu parlais, je ne sais pas s'ils ont à peu près, ce sont de ta génération, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'imaginaire collectif, en tout cas le mien, euh, on a l'impression, tu vois, que, comme on dit, à une période de nos vies, tu vois, c'est la période où on peut prendre du temps, tu vois, c'est la période où justement on peut comment dire, regarder, par exemple, tu vois, le petit enfant, tu vois, avec ce recul, tu vois, plus avec ce stress, le fait de courir, le fait d'être en retard sur l'avance que je voulais prendre. Et tu vois, de se regarder
en train de se regarder. Tu vois, par exemple, Léa, il y a ton fils qui change le bébé, ou il y a ton fils qui dit: «Oh là là, tes légumes, tu les mets toujours, tu les plantes toujours sous l'assiette et tout». Et là, tu te dis: «OK», tu vois, tu fais pas que regarder son fils, tu te regardes, le regarder, et en même temps, c'est un peu toi avec ce filtre-là tu vois, de se dire, bah oui, effectivement, quand on n'avait pas le temps et qu'on déposait l'enfant à la nounou, ou tu vois, ou ceci, cela. Et là, c'est vrai que c'est quand même très, enfin, je sais, d'ailleurs, tu vas me répondre, hein, de quel âge à peu près, hein, sans vouloir être trop indiscret, mais on sait Oui, personne dont tu parles. Mais c'est vrai que pour moi, dans mon imaginaire, tu vois, c'est très paradoxal d'être justement dans cet épisode de sa vie, et être, tu vois, d'avoir le pied pris, tu vois, dans cette espèce d'engrenage là, tu vois. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? oui, alors je dirais que effectivement, je pensais je vais affiner un peu ma réponse. Pour la jeune génération, c'est-à-dire jeune par rapport à moi, c'est-à-dire les jeunes parents, ils sont effectivement très pris professionnellement et socialement, avec les enfants, avec le boulot, etc. Donc, ils, euh, ils conversent, par exemple dans ma famille, ils vont simplement poser quelque chose sur le groupe familial, WhatsApp ou Signal. Ils vont poser quelque chose, une photo, un truc, etc. Mais on ne prend pas, ils n'ont pas le temps, ou ils ne veulent pas prendre le temps de, de téléphoner. Ils vont même demander des choses. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Ou on apprend ainsi, des choses comme ça. J'ajoute que ce n'est pas vrai de tous. Il y a quelques résistantes parmi les jeunes qui restent encore vraiment dans la conversation et qui vont téléphoner. Donc, mais je pense que c'est un choix voulu et volontaire, c'est un choix libre. Mais la grande majorité, aujourd'hui, converse à travers ou communique à travers le numérique, d'une façon ou d'une autre. Alors, Hmm. je peux les comprendre parce qu'au niveau professionnel, c'est aussi comme cela que souvent on fait, à l'intérieur du profession, dans les entreprises. On ne téléphone plus trop, on a des chats, enfin je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais des outils qui permettent de s'envoyer des... Mais dans le professionnellement, ça peut se comprendre, étant donné que des fois c'est un renseignement très précis qu'on veut, on ne veut pas passer beaucoup de temps. Mais les entreprises aussi, en tout cas là où j'étais, avaient aussi des moments un peu symboliques où il y avait des réunions, soit en présentiel, soit mais on pouvait converser. Ce qui me frappe plus, c'est que même ceux de ma génération, ils ont été comme peu à peu, sans réflexion, ils ont changé leur façon de faire, et ils ne téléphonent plus, ou c'est peut-être mon cas personnel, hein, je ne peux pas généraliser, mais ils ne téléphonent plus, ils envoient ils, que par SM, que par WhatsApp ou SMS, que par des réseaux, pas que par le numérique, quoi. Et je me demande sinon, je me dis qu'ils n'en ont pas conscience, sinon ils ne le feraient pas, ou ils changeraient. Mais pour moi, c'est assez difficile d'être réduit simplement à devoir répondre à des notifications d'une certaine façon. Il y a plus de contact, il n'y a plus de présence, c'est juste de l'échange de l'info. Et du coup, je me suis demandé si notre rapport au monde, notre rapport était trop... Enfin, je m'interroge. D'où ça vient, je ne sais pas trop. J'ai quelques idées, mais je ne sais pas trop. Mhm. Parce que qui dit... Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. Oui, alors il y a deux choses que je relève par rapport à ce que tu as dit. Alors, tout l'ensemble était intéressant, mais deux choses que je relève. Tu as dit le mot résistance, tu sais.
Et Mmh. c'est très, pour moi, c'est très pertinent. Je t'explique pourquoi. Ça m'a renvoyé, tu sais, de temps en temps, et je prends énormément de plaisir avec ça, avec une de mes filles, voilà, qui est en troisième. Heu, on fait du vélo. Tu vois, on habite, dans la campagne, donc on fait du vélo, c'est plat, les paysages sont magnifiques, et ce qui m'a un peu touché, très positivement hier, c'est que, tu vois, quand on rencontre des gens qui se baladent en couple et cetera ou à vélo, il y a il y a des regards qui s'échangent, tu sais, comme un code de résistance. Je ne sais pas comment te en tout cas, c'est le sentiment que j'avais, voilà, et notamment, je me rappelle la dernière personne qu'on a croisée, c'était une jeune sur son vélo avec sa lampe et tout, et je me regarde le regard, c'était presque un défi, mais un défi, très positif, quoi. Un défi, c'est un peu, tu sais, comme quand tu fais, tu es camping-cariste, alors je ne sais pas si on dit exactement comme ça, quand tu es dans le petit monde, du camping-car, et c'est comme les routiers, tu vois, on se salue et cetera. Il y a vraiment cette reconnaissance-là, et là, il y avait quelque chose de l'ordre de dans l'attitude des gens qu'on rencontrait, dans ces gens qui sont dans cette dynamique de la lenteur, tu vois? Mmh. Si tant est qu'on puisse dire que quelqu'un sur un vélo est dans la lenteur, et de quelque chose de très poétique, de très politique aussi, et quelque chose aussi de très, oui, quelque chose, un langage non verbal, tu vois? Qui est engagé justement en quelque sorte checker la révolte, hein, pour parler comme ça, Mmh. et c'était vraiment, voir c'était touchant. C'était vraiment touchant de, voilà, de sans rien se dire autant de choses, Mmh. et c'est voilà, ça fait vraiment, c'est-à-dire comme si ce monde, à pied, ce monde en vélo, ce monde au téléphone quelque part, f voilà, c'était, heu, mis à part un petit peu pour vivre et observer cette lenteur et la reconnaître, dans les yeux de l'autre. Alors il y a aussi autre chose que ce que tu m'as dit, m'a renvoyé. Alors moi je suis 77, mais je me rappelle les téléphones, alors sans vouloir faire de nostalgie, hein, c'est pas ça l'idée, mais juste pour dire, je me rappelle des téléphones où, donc on mettait le doigt et on poussait une molette là, et puis elle revenait bzzz, bzzz, et c'était comme ça, et ce que je me souviens aussi, c'était que l'endroit du téléphone, c'était tu sais, c'était pas une pièce parce qu'on n'avait pas, non plus, ce luxe-là, tu vois, d'avoir une pièce juste pour le téléphone, mais quoique ça aurait pu être une petite pièce. Mais en tout cas, c'était, tu sais, peut-être un endroit dans le couloir, quelque chose comme ça, mais il y avait une espèce d'aménagement sommaire qui faisait donner à cet endroit une identité forte, Je suis tu vois? d'accord. Mmh. C'était le lieu de la rencontre. C'est-à-dire qu'il y avait une odeur, il y avait un visuel, tu vois? Chez certaines personnes, tu vois, tu avais des carnets, tu sais, de répertoire, ce qu'on ne voit plus maintenant puisque c'est sur le téléphone. Mais tu vois, et ce répertoire-là, c'était, perdre son répertoire à papier, tu sais, avec comme les petits intercalaires. C'était terrible. C'était tu vois? Et il y avait cette idée, tu vois, de sortir son stylo, tu sais, de noter sur le répertoire, tu vois? Pourtant, encore une fois, je suis pas des années 45, hein, j'ai 77. Mais tu vois, il y avait quelque chose de, comment dire? Quand on met le nom, tu vois, sur le carnet, il y a une histoire qu'on commence. Tu vois? C'est l'idée, tu vois, de mettre l'histoire qu'on commence. Et je ne sais pas si tu te rappelles aussi, c'est quelque chose, il me semble, hein, il me semble qu'on ne voit plus trop, cette idée-là de préciosité, et notamment dans l'idée d'être sur la liste rouge ou pas sur la liste rouge. Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu la connotation que ça avait, tu vois? Mmh. Hein, c'est-à-dire vraiment, il est sur la liste rouge, ça veut dire que, mon numéro, c'est-à-dire cet espace de rencontre-là, je la mets quelque part à part, je la mets dans quelque chose de confiné, là, heu, de quelque chose du coup, qui appartient au privé, mais parce qu'il y a quelque chose d'important. Alors que c'est vrai que maintenant, on peut enchaîner les coups de téléphone sans avoir cette dimension de la profondeur,
même si tant est qu'on a des amis au téléphone, hein, sans avoir cette dimension de, bah, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et encore une fois, moi je me rappelle quand enfant, j'habitais aussi vers la montagne, etc. Et puis à Riégeoise. Et puis on, on nous autorisait le coup de téléphone à l'ami, sachant que c'est enfin, le coup de téléphone ça coûtait vraiment quelque chose, quoi, hein. C'était important, on se rend plus compte. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de, sans parler forcément d'argent, il y avait quelque chose de précieux. Il y avait quelque chose de, euh, ben, après le coup de téléphone, une fois que j'ai raccroché, puis en plus je rajoute que ces téléphones-là qui faisaient du bruit quand on raccrochait, ça faisait du bruit. Et donc ça allait appuyer sur deux petites molettes comme ça, et je ne sais pas si on se rappelle, ça faisait cling, 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 cling. Et si on avait mal raccroché, ça pouvait faire pour certains téléphones cling, cling, cling. Donc on était obligé de revenir. Donc il y avait quelque chose, une espèce voilà, hein, comme des casques comme aux oreilles, mais qui s'enclenchent comme ça. Il y avait quelque chose vraiment presque de ritualisé. Oui. Surtout si on était enfant, parce que l'appareil en soi était gros. Donc les adultes pouvaient prendre le téléphone comme ça, des fois, s'il y avait un long fil pour bouger avec, et puis, etc. Mais un enfant ne pouvait pas. Mmh. Parce que c'était quelque chose de précieux, c'était quelque chose un peu lourd, c'était quelque chose de ritualisé, qui posait un rituel. Et donc, moi c'est vraiment, j'en suis à ça, il y avait vraiment un avant et il y avait un après. C'est-à-dire que cette conversation, qu'elle ait duré plus ou moins ce que le parent nous mettait comme limite, elle nous, comment dire, elle posait quelque chose de l'ordre de ce qui est précieux. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément besoin ensuite, 10 minutes après, de rappeler notre copain, notre ami. On n'a pas besoin, on se disait, bon, bah, peut-être le mois prochain, si mes parents sont conciliants ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, waouh, c'est un peu comme dans le symbole, hein, je vais peut-être un petit peu loin. Dans le symbole, c'est un petit peu festif, c'est un petit peu comme une sorte d'anniversaire. Parce que nous, les enfants, on n'allait pas appeler pour une facture ou autre chose, on a payé, donc on était plutôt dans le festif, dans le est-ce que tu peux venir à mon anniversaire? Mes parents m'ont autorisé à t'appeler. Qu'est-ce que tu fais dimanche et tout ça? Ah, j'entends le bruit de ta sœur. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle fait des bêtises. Enfin, c'était tout un univers qui s'ouvrait à nous. Et paradoxalement, je me rappelle à cette époque-là, je me disais, quand on se faisait des gros fantasmes sur l'an 2000, bon, maintenant j'avoue que j'ai l'impression que la fiction a dépassé la réalité, mais il y a eu quand même un entre-deux, et je me disais vraiment, la chose la plus impressionnante qui pourrait être, c'est d'appeler quelqu'un et de voir son visage pendant qu'on lui parle. Alors que maintenant, finalement, ces choses-là, elles sont, pour certains, ça serait même presque offusquant de ne pas avoir cette commodité qui est devenue tellement banale. Et alors, ce qui est paradoxal en même temps, c'est qu'effectivement, on a des outils qui permettent d'ailleurs, c'est gratuit. Avant, aujourd'hui, le téléphone, il est gratuit. Enfin, on paye un abonnement, mais après, alors qu'avant, on pouvait avoir des factures. Moi, je me souviens, mon père, lui, il téléphonait beaucoup. Il avait des grosses factures. Je sais pas, c'était à l'époque peut-être 1000 francs par mois. C'était énorme. Ou 300 francs, c'était énorme. Il pouvait y passer le tiers de sa paye. Aujourd'hui, c'est gratuit. Et pourtant, les gens, en général, on se téléphone presque plus. On ne prend d'ailleurs, alors qu'on l'a dans la poche, on l'a accroché à nous, on téléphone peut-être quand on a des relations tout à fait plus, par exemple, dans l'amour ou des choses comme ça, peut-être oui, mais autrement, même dans l'amitié, on se téléphone presque plus. Et, et je crois que, et j'avais lu ça une fois, c'est que au niveau professionnel, selon les générations, plus on allait vers des jeunes générations, moins ils osaient prendre le téléphone. Ils allaient envoyer un message, c'est tout. Et alors, ce qui est pire encore, me semble-t-il, mais bon, je ne veux pas regarder que ce qui est je vais essayer de voir aussi le positif.
Ouais, enfin, je vais pas, ouais, je pensais mais c'est un autre sujet, je n'ai pas trop envie de l'aborder, c'est le rapport des enfants et des adolescents par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux et autres, qui peut, qui change quand même, qui change vraiment leur être au monde, la façon d'être au monde, et il y a quelque chose, il me semble, on est en train de changer un peu d'époque, mais ouais, c'est plus peut-être c'est aussi vu enfin, de toute façon, c'est vu de moi, d'où j'en suis aujourd'hui, de mon âge, et cetera, et c'est pas pour autant que je baisse les bras, mais c'est plus un constat. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, et du coup, ça fait le lien avec le silence. Oui, c'est-à-dire, alors c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai fait des recherches, comme tu le sais, hein, notamment, au regard, d'un terrain de recherche qui était un monastère. Et Mmh. c'est vrai que, tu vois, quand je parlais de ça aux gens, pour les gens, c'était, et je le comprends, hein, c'est vraiment quelque chose de l'ordre, comment dire? De l'extraordinaire, dans le sens de l'en dehors de l'ordinaire, mais c'est-à-dire, vraiment quelque chose, qui n'est pas pensable, tu vois? Mmh mh. C'est-à-dire vraiment quelque chose, hem, qui est, profondément, alors entre guillemets «déraisonnable», profondément, quelque chose d'insensé. Et c'est vrai que quand j'ai réfléchi un petit peu, quand j'ai essayé de réfléchir au cadre, tu vois, de mon intervention en tant que chercheur, de mes questions de recherche, tout ça, mais je me suis dit: «Mais c'est vrai, au final, c'est quoi le qu'est-ce enfin, c'est quoi le fondement finalement?» Surtout que là, c'était un ordre, carmélite, donc qui est vraiment, dédié au silence, tu vois? C'est-à-dire, il y a des temps de récréation à peu près de 3/4 d'heure, mais c'est un temps qui est vraiment dédié. Alors, mais là, tu vois, quelque part, en disant ça, c'est là où j'ai commencé aussi à pouvoir rentrer dans le quelque part, dans le dur. C'est-à-dire que pour moi, ce que j'ai aussi, ce qui était frappant, si tu veux, c'est que ce silence-là, c'est-à-dire le fait de rester, par exemple, dans des cellules, tu vois? Des cellules avec des barres de fer, et cetera. Le fait de manger en silence ou avec quelqu'un qui fait la lecture de la Bible, et cetera, n'était pas forcément, en tant que tel, un silence, tel qu'on pourrait le comprendre dans ce contexte-là, qui est un contexte profondément connoté spirituel. C'est-à-dire, si on veut, grossir le trait, on pourrait s'imaginer, tu vois, qu'un monastère, attention, je ne voudrais pas faire d'amalgame, hein. Moi, je n'ai pas, investigué tous les monastères de France et de Navarre, Mmh. et hein, voilà, l'humain dans des groupes, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui est traversé par beaucoup de choses. Donc là, je parle de quelque chose que moi j'ai observé, mais qui n'est pas universel, si tu veux, hein, Mmh. dans les faits observés, mais qui peut en tout cas, dégager certaines choses universelles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui, pour moi, a été, frappant, c'est que malgré, tu vois, cette, contrainte au silence, comme absence de son, mais absence de son qui est aussi, reléguée, ou plutôt qui est liée plutôt directement à quelque chose qui est en lien direct avec le spirituel, tu vois? Le divin, le transcendant, la relation avec Dieu, donc qui est directement lié. Pourquoi? Parce que de manière doctrinale, cette, gestion du silence, cette organisation du silence, elle est pensée pour, en pour, heu, pouvoir être un espace de communion profonde avec le divin. Donc là, il y a quelque chose qui est clair. D'ailleurs, par rapport à l'ordre du Carmel, l'origine, c'est ça. C'est dans la Bible, on voit, Élie qui est déprimé, Élie qui est fatigué, et
la Bible nous dit que Dieu lui a parlé, il lui a dit, ben, va jusque là-bas. Il s'est retrouvé au mont Carmel et il y a eu des expériences extraordinaires au niveau du climat, tremblement de terre, etc. Et puis, le récit de la Bible dit Dieu n'était pas dedans. Et encore une autre chose vraiment de cet ordre-là, où le climat gronde, etc., et encore une fois, Dieu n'était pas dedans. Alors que lui, il attendait un message, et son a priori, c'est que si le divin me convoque, il ne peut pas, comment dire, me donner un rendez-vous sans y être présent. Donc lui, quelque part, ces manifestations-là, eh bien oui, le récit précise, Dieu n'était pas dedans. Donc lui pouvait être dans cette attente-là que Dieu était dans ce bruit. C'est-à-dire que si on veut, comment dire, si on veut cristalliser le fait de Dieu dans ce récit biblique comme quelque chose qui est de l'ordre du transcendant, c'est-à-dire qui transcende l'homme, qui va au-delà de ce que l'homme peut comprendre, mais même de son propre bonheur, même de la propre voie à suivre. Donc quelque chose vraiment qui le transcende. Et si on veut bien comprendre que dans ce récit, il s'agit de ça, eh ben, le bruit, la manifestation du bruit pouvait évoquer effectivement, c'est dans ce bruit que je vais trouver la présence qui me manque pour cheminer, avancer dans ma vie. Parce que si je me réfère dans ce récit, Élie était déprimé, était en dépression, et franchement, on pourrait très bien s'imaginer, je souhaite à personne ici d'avoir vécu une dépression, mais on peut très bien s'imaginer que, comme dit, que c'était quelque chose de très aliénant, de très affectant, d'insupportable. Et donc, on peut comprendre que dans ce cadre-là, il y avait une tension. On peut le comprendre. Et à un moment donné, il y a eu, et oui, je rajoute, d'ailleurs, c'est ce que dit, ce que soulève aussi le philologue Michael Langlois, et théologien, c'est que dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de la transcendance, quand on voit dans la mythologie grecque, l'image de Dieu, l'image de Zeus, eh ben, c'est le tonnerre. C'est celui qui vient interagir dans l'histoire de l'homme, mais qui vient interagir par la frustration, qui vient interagir par la perturbation, qui vient interagir en se mélangeant, mais en se mélangeant, par exemple, quand il va voir une femme pour s'accoupler, mais il crée des drames. Et en toile de fond, l'histoire avec la transcendance se mélange avec des drames, et avec toute une architecture dans ces drames-là, comment dire, de confrontation avec l'autre, mais par le prisme de l'autre en tant qu'il est un danger pour moi. C'est-à-dire, Zeus va commettre ses adultères, mais son épouse ne va pas le voir de cet œil-là. Donc, elle va aussi manifester une jalousie et puis contraindre encore l'humain à souffrir, etc., etc. Donc, je reviens à cette petite balade avec ce théologien. Et là, il y a eu, dans ce contexte de bruit, qui pourrait effectivement, vraiment, en tout cas, qui pouvait être effrayant, peut-être, dans ce passage, on peut comprendre que ça pourrait être effrayant, de l'image d'un Dieu en colère, d'un Dieu sévère. Et dans ce récit biblique, on voit qu'il y a marqué, il y a eu un doux murmure, et certaines traductions traduisent comme un fin silence. Et là, il y a marqué, le récit biblique marque, et là, Dieu était dedans. Et ça, tu vois, excuse-moi, je fais pour répondre, pour essayer d'interagir avec toi par rapport à ces questionnements profonds qu'on a tous. Et bien, au final, c'est très étonnant que la transcendance, on a dit que c'était un petit peu quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire
c'est comme quelque chose qui peut nous donner, comment dire, d'aller au-delà de ce que nous, on pense être bon pour nous et pourtant nous guider sur, voilà, sur comment on dit, la la version la plus intime, la plus vraie de ce qu'on pense être nous-mêmes. D'accord? Je mets des pincettes à tout ça. D'accord? Mmh. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a vraiment cette idée de ce fin silence, que les moments où est-ce que dans ce passage, dans ce récit biblique, cette personne qui est considérée comme une référence, c'est-à-dire qu'on vient consulter pour savoir qu'est-ce que dit Dieu, lui-même qui est en désarroi, lui-même qui est au désespoir, il est dans une confrontation parce qu'il est en face de bruit et tout d'un coup, il trouve ce qu'il est venu chercher, c'est-à-dire cette rencontre avec le divin, cette rencontre avec le transcendant et in fine, une rencontre avec lui-même, c'est-à-dire il fait face avec son destin. Et c'est dans ce silence. Et est-ce à dire, et ça bien sûr, pas que moi l'ont dit, beaucoup l'ont dit même avant moi, que le silence parle. Et je dirais plus loin, non seulement le silence parle, mais le silence est euh, est une dimension de la communication, c'est-à-dire du mettre en commun, si on veut bien l'entendre ainsi, par excellence. C'est-à-dire, c'est-à-dire que dans le silence, les choses qui ne sont dites à travers le corps, à travers les expressions, à travers euh, alors je vais l'odeur, à travers, hein, comme on dit, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur, hein, cette idée qu'on peut voir l'âme de quelqu'un dans les yeux, hein, cette idée que quelqu'un va dire, victime d'une autre personne, dans ses yeux, je voyais la cruauté qu'il était prêt à tout, ou dans l'inverse, le poète qui dira dans ses yeux, je me suis noyé, j'ai vu un amour tellement profond. Et donc ce silence-là est un silence qu'on peut comprendre effectivement comme quelque chose où il n'y a pas de bruit, mais pas forcément comme une absence de son. Parce que là, par exemple, moi, pour moi, là, je vis le silence, je vis une expérience du silence. Et pour autant, juste à côté de moi, il y a ma tour d'ordinateur qui fait un bruit de fond. Et ce bruit de fond est très feutré pour moi. Ça donne quelque chose de très rassurant, de très berçant presque. Donc, le silence, non pas comme une absence de son, mais comme une absence de bruit, bruit entendu comme quelque chose qui vient qui nous perturber, qui vient nous agresser dans un sens, qui vient commettre quelque chose qui vient transpercer. Le fait que je suis à l'aise et que je peux me positionner face au monde de manière à être, ou à me sentir en dialogue, comme dirait Armand Rosa qui parle de résonance comme un dialogue. Et j'avais, dans une première recherche, j'avais interrogé quelqu'un sur le silence, son expérience au silence. Il avait été dans un monastère et à la suite de quelque chose de très dur, je ne sais plus, c'était un divorce, je crois que c'était ça, mais il me semble que c'était ça. C'est quelque chose de très dur en tout cas. Quelque chose qu'on vit tous, quoi, des moments durs parce qu'on en vit tous. Et puis il avait décidé d'aller dans un monastère qui accueille des personnes, parce que tous les monastères n'accueillent pas. Et on peut comprendre que c'était quelque chose de particulier où il recherchait un secours. Hein. Il recherchait un déclic, il recherchait peut-être la,
enlever un peu la poussière sur ce qui permet à cette petite voix intérieure de dire quelque chose, de se positionner par rapport à son problème. Bon. Et puis, il me racontait que les premiers jours, il entendait le bruit des voitures, alors qu'il n'y avait aucun bruit. Enfin, je veux dire, aucun son. C'est-à-dire que concrètement, si quelqu'un serait venu mesurer le son, peut-être qu'il aurait capté quelques petites fréquences, mais sûrement pas la fréquence de bruit de voiture, même à travers des fenêtres. Pas du tout. Mais il avait comme cet arrière-fond de bruit, de constance de son, de multiplication du son. Et au bout de, je crois que c'est 2 jours, c'est parti. Mais après, l'effet qu'il y a eu, c'était l'effet assez particulier. C'est qu'il y avait un tel silence, et d'ailleurs, les moines, il avait l'impression que les moines, leurs pieds ne touchaient pas le sol. Et c'est particulier, parce que ça lui a fait peur. Et pour avoir, comment dire, été en collaboration avec une directrice de recherche, Francesca Sbardella, de l'Université de Bologne, qui elle-même a été, comment dire, dans des cellules d'un Carmel, en tant que chercheuse, anthropologue, et qui a compris ceci, c'est qu'il y avait une certaine technicité du corps, un apprentissage du corps, de comment rendre les sons inefficients. D'accord? Donc, il y a eu ce passage-là. Et c'est vrai que, encore une fois, j'en reviens, et ça c'est très paradoxal, c'est que on peut être dans un endroit où le son est très bas, mais pour autant, j'en parle dans l'une de mes vidéos, il va y avoir une forme de vacarme, et de vacarme intérieur. Et c'est tout le paradoxe que moi j'ai essayé de comprendre alors que j'habitais dans un petit village de montagne, mais vraiment petit, c'est-à-dire 3 tire-fesses, très peu touristique, à 1000, 1100, etc. Très, très peu touristique, et avec des paysages à couper le souffle, mais vraiment magnifiques. C'est-à-dire, on se balade, on voit des courants d'eau de montagne, des cascades, on peut se baigner dans des espèces de niches où l'eau vient, se déverse et puis repart, etc. Et pour autant, j'observais que très, très peu de personnes se baladaient. Moi, je faisais toujours une balade à peu près d'1 heure, mais je rencontrais très peu de personnes, que ce soit en semaine ou en week-end. En tout cas du village, très, très peu de personnes. Et je ne voyais pas cette attitude-là de s'extasier, etc. Alors, je l'ai compris pour des raisons historiques qui seraient un peu trop longs à développer ici, mais qui se comprend très, très bien d'un point de vue historique et sociologique, voire anthropologique. Mais c'est vrai que cette manière de communiquer quelque part en emboîtant le pas du besoin de l'autre, c'est-à-dire que on vient déjà dire bonjour, ça va, c'est déjà emboîter le besoin de l'autre, mais dans une communication où comment dire, le système de signes, le langage, il est complètement comment dire, quelque part fracturé. Et le sens, on va le trouver non pas dans la profondeur de ce que l'autre veut mettre en commun, veut communiquer, mais on va plutôt être dans une forme de ritualisation de la communication. C'est-à-dire qu'ok, bon, ben voilà, à ce moment-là, ben, c'est le temps d'envoyer un smiley, une image qui sourit ou qui pleure. À ce moment-là, c'est le moment d'envoyer
je crois qu'on dit peut-être TKQ, je ne sais plus, t'inquiète, qui veut dire t'inquiète, etc. Mais c'est vrai que on est dans une espèce de représentation de soi, mais de représentation de soi qui est finalement minimisée et pour ainsi dire fracturée. En tout cas, en partie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est très, très intéressant. C'est très intéressant, c'est-à-dire que ce que j'entends et qui fait écho en moi, c'est qu'effectivement, l'expérience du silence, et le silence ne se limite pas, c'est pas une question finalement de, pas seulement de décibels, ça peut être une expérience qui nous permet de nous reconnecter à, comme là dans le cas que tu as cité, de dépoussiérer, comme tu as dit, la voix, je ne sais pas comment dire, la voix VOX aussi, et être présent et être plus sensible au divin, s'entendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que, par exemple, je réfléchis tout fort, hein. Quand deux amis se rencontrent, ils peuvent parfois être, on le voit bien dans les réunions de famille, des fois. Je vois bien ça dans les réunions de famille, c'est qu'on est heureux de se retrouver, mais on parle de ça, ça passe aussi un moment, mais des fois, la soirée a passé, mais on est resté que sur du superficiel. On ne s'est pas vraiment rejoint. On ne s'est pas vraiment rencontré, quoi. Finalement, oui, des fois, on s'est écharpé parce qu'on s'est écharpé sur un problème politique, une question politique ou autre, sociale ou autre, où on n'a pas les mêmes valeurs ou les mêmes façons, on n'est pas du même côté, on ne voit pas les choses du même point de vue. Et donc, il y a des égos qui s'affrontent, etc. Et même on en ressort un peu meurtri. Mais même sans aller jusque-là, parfois ça reste, est-ce qu'on a peur d'entrer en communication? Eh bien, ça reste, il n'y a pas vraiment de rencontre, quoi. C'est resté comme s'il y avait un écran. Tout ce qu'on a dit, ça fait écran pour la rencontre, au lieu de permettre la rencontre. Et de ce point de vue, le silence permet d'aller plus à l'essentiel. Il n'y a pas que du silence, mais même dans une... Alors, je fais une parenthèse qui est un peu qui est personnelle, c'est que dans ce que je suis croyant et j'anime des partages bibliques et je les fais en mode ce qu'on appelle la Lectio Divina, qui est une façon de lire la Bible héritée du Moyen-Âge, qui vient du Moyen-Âge et même d'avant, qui alterne des moments d'écoute des textes et des moments de silence. Et dans les moments de silence, on accueille le texte, soit en essayant de mieux saisir le sens, et aussi comment ce texte vient percuter ou vient travailler nos vies. Et ce qui est très intéressant dans ces rencontres, c'est la richesse de ce qui ressort, la richesse de vie. Et quand les participants sont en confiance, ils montrent comment le texte vient les travailler. C'est très vivant, c'est très fort pour les autres. Mais aussi, ces temps de silence sont absolument indispensables. On aurait tendance à vouloir les écourter, mais d'avoir un moment de lecture, d'écoute du texte, puis un moment de silence, c'est vraiment indispensable pour apaiser nos pensées, apaiser tout ce qui va nous venir à l'esprit dans un temps, vraiment s'ouvrir à la nouveauté du texte ce jour-là. Et de façon générale, je trouve dans les
là je rentre un peu dans, que ce soit dans les homélies ou dans les prédications, c'est dans le monde protestant, et souvent, on est dans le savoir, quand on sort du savoir religieux ou autre, ou social, mais on n'est pas dans une écoute d'une parole, d'une présence, devant laquelle nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas de, on est vraiment en vis-à-vis, en dialogue, et même les uns avec les autres. Et voilà ce que j'aurais envie de dire par rapport, c'est un peu décousu, mais par rapport à cette, c'est en fait l'harmonie ou l'accord entre la parole et le silence et la parole. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le silence, ça permet de tisser, si j'ai un peu entendu, la, la, la relation des uns avec les autres aussi, et de pouvoir vraiment se rencontrer. Mmh. Alors tu vois, c'est vraiment important ce que tu viens de dire parce que je pense qu'on est un peu tous pareils, mais peut-être plus certains que d'autres encore. Moi, par exemple, quand je fais face, à un livre, d'ailleurs on le voit à l'envers, hein, par exemple, Ouais, c'est Marc de Smet, j'ai vu, ouais, éloge du silence. Ouais. Éloge du silence, qui est très, très intéressant. Par exemple, il y a la voix du désert aussi, qui est aussi très intéressant. Il y a le langage silencieux, qui est magnifique, magnifique exposé anthropologique sur comment est-ce que justement le silence peut faire d'écho dans des dimensions qu'on s'imagine même pas. Puis avoir Éloge du retard qui parle aussi, pas du silence directement, mais in fine, qui nous ramène à cette question du silence. Alors, je ne suis pas du tout en train de faire de la pub, hein. Je ne suis pas, c'est Non, mais pas du tout. Mais c'était juste pour dire que, quand je me mets en lecture, euh, si j'ai du vacarme intérieur, je n'arriverai pas à rentrer dans le texte. Que ce soit un texte, comment dire, à connotation spirituelle, par exemple la Bible, ou que ça soit un texte de recherche, moi j'aurais beaucoup de mal. Et si on veut bien y regarder, le silence et la concentration, silence, comment dire, comme un état aussi d'un rapport au monde apaisé, si le bruit étant un rapport au monde, sous le mode de l'agression, d'être transpercé par ou de par, eh ben, il y a l'idée dans la concentration, par exemple, on voit les sportifs, pour ceux qui aiment bien Roland Garros, je regardais beaucoup ça quand j'étais plus jeune, on voit quand ils se mettent sur leur chaise, etc., avec leur bouteille d'eau, leur serviette, la première chose, ils s'épongent, ils boivent un coup. Mais on voit quelque part, on voit la recherche d'atténuer justement ces bruits, hein, ces vacarmes intérieurs, de les atténuer, peut-être de ce qui relève du doute, ce qui relève de la peur, dire voilà, là je suis en train de perdre 3-7 par exemple, il va falloir que je fasse quelque chose. La peur d'être ridicule, j'ai ma famille par exemple, dans le public, j'en sais rien, ou mon pire concurrent. On le voit aussi, on le voit partout, hein. On le voit à la natation, dans les compétitions de natation, dans les compétitions c'est très, très, très frappant, dans les compétitions aussi d'athlétisme. Alors oui, il y a un côté où ils vont faire le show, mais si on a bien y regarder, quand ils font le show, c'est presque un rituel religieux, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est presque pour conjurer le sort qu'ils le font. Et on voit effectivement que
si on peut regarder toutes, par exemple, leurs célébrations, enfin, non, pas leurs célébrations, mais j'ai plus le nom là, quand ils, leurs gestes un petit peu rituels avant les compétitions, par exemple, quand ils sont en position avant la course, on voit que si on en regarde plusieurs, vraiment, et qu'on les compare, on verra les mêmes choses. La même façon de regarder la caméra, certains vont faire comme ça et puis retourner les yeux vers le ciel, etc. Et il y a quelque chose, c'est presque, même si des parents non-croyantes qui courent, il y a comme une prière qui est faite. Prière entendue comme une communication avec ce qui nous transcende, avec ce qui va au-delà de nous, au-delà de ce qu'on pense avoir comme limite ou ce qu'on ignore avoir comme limite. Et donc, on voit cette concentration, on voit aussi beaucoup chez les écrivains, des personnes qui vont se mettre dans une chambre à part, dans un grenier, dans une cave, dans la nature. Moi, par exemple, ça m'arrive beaucoup pour mes vidéos de les préparer dans la nature. Voilà, je suis dans la nature et voilà, je commence à élaborer mes idées, à parler à mon enregistreur, etc. Et à écouter le bruit des oiseaux pendant que je parle, à me laisser bercer par tout ça. Donc il y a quelque chose de l'ordre de une forme de pas, comment dire, de retour vers ce que Julien, le philosophe François Julien appelle le plus profond du fond, l'intime en soi. C'est-à-dire qu'il y a le fond et il y a le plus profond du fond. Donc tout ça, c'est vrai que nous ramène à des choses qui, forcément, appellent la profondeur. Si par exemple, un interlocuteur, il arrive sur son estrade, et puis au lieu de déblatérer son diapo, etc., et toutes les statistiques, etc., et puis commence en regardant les gens dans les yeux et en restant à un moment donné prostré et puis en silence, c'est sûr qu'il va capter l'attention, c'est sûr qu'il y aura une forme, pour certaines personnes, de malaise. On a envie que ce moment-là s'arrête et en même temps que comme une forme de délivrance, quoi, finalement. Mais on aurait bien été déçu si la personne prend la parole pour dire une futilité. C'est-à-dire qu'on s'entend, on s'attend jusqu'à un moment de silence, on s'entend à de la profondeur. Exactement le jeu que jouent les musiciens. Les musiciens, ils savent mieux, les compositeurs classiques savent mieux que personne transcender cet outil qui est cette note du silence, parce que oui, en musique, le silence s'écrit. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la musique, en tant que science écrite aussi, le solfège, tout ça, prend en considération que la musique, c'est ce qu'on entend, mais ce qu'on entend aussi en coupant le son. Ce qu'on entend aussi par l'absence de son. Et qu'une note, on va lui donner une, comment dire, on va lui donner, une résonance particulière, par exemple, l'émotion de la frustration, de la douleur, de la personne, par exemple, qui a trompé une autre personne et qui ensuite qui est morte, et la personne reste là. Elle ne peut pas lui pardonner parce qu'elle n'est plus en vie, enfin, en tout cas, elle ne peut pas lui pardonner de son vivant. Il y a une telle frustration, en même temps une douleur, en même temps il aime la personne, il est profondément toujours amoureux, en même temps il lui en veut parce que elle est morte et il ne peut plus discuter avec elle pour lui dire comment est-ce qu'on peut régler le problème. Et voilà. Et maintenant, le compositeur, admettons, de musique classique, mais ça, évidemment, ça peut être pour le rock, le rap, etc., bien évidemment, son idée, c'est comment maintenant je vais faire comprendre ce sentiment-là que je décris par ma musique à l'auditeur. Il y a cette note-là, mais cette note-là, le problème, c'est que la note parfaite, mais le problème, c'est que sans un silence, l'auditeur ne pourra pas avoir le temps de saisir mon intention.
C'est-à-dire aller fouiller dans sa douleur, aller fouiller dans ces sentiments finalement qui nous est commun, la douleur, la peur de la mort, la peur de la souffrance, etc. Et donc, il va enchevêtrer des silences, ou un silence, peu importe, pour arriver à exprimer l'inexprimable. Et c'est ça le silence. C'est l'expression de l'inexprimable. C'est vrai que moi, un petit témoignage personnel, la première fois que j'ai été, il y a peut-être 20 ans de ça, j'avais écouté une conférence du directeur, c'était dans le cadre professionnel, du directeur de Boiron, des laboratoires Boiron, sur, c'était une conférence très technique sur un outil de production. Et je me souviens, et je m'en souviens encore maintenant, donc c'est que ça m'a vraiment frappé, c'est que son exposé, qui était technique, hein, qui avait rien de philosophique, ni c'était de l'industriel, c'était la technique industrielle. Il alternait, il était coupé par des silences et restait, quand il passait d'une idée à l'autre, il restait un tout petit moment dans le silence. Et c'était la première fois que j'étais témoin de cette façon d'exposer, et ça m'a vraiment marqué. Je me souviens plus trop, je me souviens même plus le sujet, mais je me souviens de cela. Et ça m'avait marqué parce que j'avais constaté que c'était beaucoup plus clair, on retenait vraiment les idées qu'il disait, elles venaient se poser là tranquillement l'une après l'autre, et c'était pas dans un tourbillon de quelqu'un qui fait son exposé et qu'il a tellement peur de perdre l'attention de son public qu'il en parle, qu'il en redit, qu'il en redit, qu'il en redit. Il n'avait pas peur de s'arrêter, de rester dans le silence, sans poser de questions, rien, quelques secondes, mais c'était peut-être, je sais pas, peut-être 10 secondes, 20 secondes, il y avait 30 secondes, des fois, enfin voilà. Et ça confirme ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a et c'est très intéressant ce que tu dis aussi sur la musique, effectivement. Effectivement. Ils l'ont, et ça marche, quoi. Et ça marche, c'est-à-dire que ça rejoint bien les gens et c'est aussi sans doute vrai dans nos conversations, dans nos rapports les uns avec les autres. Oui, oui, complètement. Et j'ai parlé de la musique, mais tu vois, les films, c'est impressionnant. Si on regarde Midnight Express, par exemple, Mmh. pour ceux qui ne connaissent pas Midnight Express, donc cette personne, je pense en Turquie, hein, qui se fait arrêter avec de la drogue, et puis en toile de fond de tensions politiques, malgré qu'ils essayent de diminuer la peine, etc., ou de le faire rapatrier aux États-Unis, il me semble, hein, il n'y arrive pas, et donc il vit des conditions d'incarcération très, 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 très dures. Et le sujet, ce n'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas le sujet. C'est juste vous présenter la scène. Et à un moment donné, le personnage, ils sont plusieurs prisonniers et ils tournent dans une salle assez lugubre, hein, on va dire ça comme ça, hein. Ils tournent dans un sens tous, salle de promenade, et on voit tous qui sont non seulement brisés au niveau du corps, mais aussi brisés au niveau mentalement, et surtout, j'ai envie de dire, brisés mentalement. Et lui, à un moment donné, il prend la décision de tourner dans l'autre sens. Et là, une personne qui essaie de l'arrêter, non, non, c'est pas possible, il faut arrêter. Une autre personne essaie de lui faire comprendre la folie qui est de son geste que de tourner. Mais là, ça déclenche dans le film l'idée que le personnage a pris la décision que sa vie, sa situation devait changer. Et Mmh. que son destin n'était pas finalement de mourir brisé. Mmh. Et là, on voit, c'est des temps de silence incroyables. Qu'est-ce qui fait le temps de silence? Ben, la démarche nonchalante des prisonniers, un peu comme ça, un peu chaloupé. Ce qui fait le silence, c'est que quand la personne essaie de le convaincre, il ne répond pas. On a comme ça une espèce de consternation sur ses yeux, sur ce que dit ses yeux de la souffrance qu'il a. Et aussi sur
l'aspect de l'ambiance générale. Il y a quelque chose vraiment où le rythme du pas et le rythme du sens, finalement, qui est interrompu, et finalement, dans ce silence fracassant, c'est-à-dire nous révèle finalement comme disent les sociologues, les turning points de nos existences, c'est-à-dire les points tournants de nos existences. Et moi, personnellement, je sais que ce type de silence-là, je l'ai vécu. Un ami m'avait invité au ski, là, près de Grenoble. Ça fait des années que je n'étais pas allé au ski. Et à un moment donné, voilà, c'est tombé en panne. Puis là, je suis à côté de quelqu'un que je ne connais pas. On entend les grincements du télésiège qui se balance. J'observe le vent qui vient faire comme de la poussière sur la poudreuse, qui vient faire comme un peu de fumée, hein, comme une espèce d'effet spécial. Et là, tout d'un coup, je lève les yeux et je vois les montagnes. Au lieu d'être cette communication WhatsApp, là, de skier sur mon truc et d'être le plus rapide et d'essayer de remonter, de faire le plus possible pour en avoir pour mon argent, là, je regarde, je lève les yeux et je vois les montagnes. Et là, je me dis, punaise, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand j'étais enfant, j'aimais les études. Quand j'étais enfant, j'aimais ce monde intellectuel, ce monde des idées, ce monde des réflexions, ce monde de contradictions. Je vais reprendre les études. Et de bac -8, ça m'a amené à avoir un double doctorat. Un doctorat à l'université de Bologne et un doctorat à l'université d'Italie. De Grenoble, pardon. Donc, ce silence-là a été pour moi, oui, le lieu de la rencontre, a été quelque part mon Mont Carmel. Voilà. Et donc, de bac -8, je me suis inscrit dans un cursus qui permettait la reprise d'études à 20 ans, à plus de 20 ans, quand on a un niveau 6e des collèges. Et ce qui était impossible pour tout le monde, et y compris pour moi, parce que franchement, j'avais pas du tout de mindset comme, je sais pas moi, Mike Tyson ou des gens qui ont Martin Luther King ou je sais pas à qui vous pensez, qui ont un gros mindset. Je n'ai à aucun moment cru en moi, aucun moment. Mais le fait d'avoir rencontré dans ce temps de silence, finalement c'est ce plus profond de l'intime qui était caché derrière ce bruit, qui était en embuscade pendant des années derrière ce bruit. Ça, voilà, ça a été libérateur, vraiment. D'accord. Et c'était combien de temps que tu es resté sur ce téléski? Alors, pas longtemps, c'était le temps de la panne. Ça a peut-être duré maximum 20 minutes. Oui, d'accord, quand même. Grand max, j'ai plus trop de temps. Parce que pour moi, c'est vrai que du coup, comme j'étais pas... dans une espèce de contemplation, tu vois, donc le temps me paraissait un peu, tu vois, en même temps long, mais agréablement long. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, oui, je comprends. C'était un silence plein. C'était pas du tout habité par la peur ou autre. C'est ça. Non, merci de ce partage. C'est très, ça donne à penser, comme on dit. Exactement. Et déjà, je vais vous dire merci à vous qui regardez. Et vous dire aussi, n'hésitez pas à commenter. Alors, je sais que pour l'instant, personne n'est sorti du bois pour commenter mes vidéos, mais ça me ferait vraiment très plaisir ce serait très intéressant aussi voilà, sur cette question-là de ce que Sylvain a amené, c'est-à-dire de la conversation, de prendre le temps. Est-ce qu'on a encore le temps pour l'autre? Est-ce qu'on a l'impression que les gens n'ont plus de temps pour nous? Est-ce que ces temps de qualité, de présence à soi, de présence au monde, de concentration, est-ce que vous avez l'impression qu'ils diminuent de plus en plus? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un petit peu pris
par un espèce de, de course frénétique comme on dit souvent la roue du hamster, de course frénétique qui finalement n'a pas de fin et qu'au final, vous ne savez plus, entre guillemets, à quel saint vous vouez pour avoir du calme, pour avoir une paix intérieure, ou peut-être même que ça fait des années que vous n'avez plus ressenti en vous cette sérénité. Quand je serai très heureux voilà, de lire vos commentaires, n'hésitez pas. Et certaines des questions, ben, j'y répondrai avec grand plaisir. Et Sylvain, ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour cet échange. On va discuter en off par rapport à une conférence parce que voilà, j'organise des conférences et n'hésitez pas, si le thème du silence, si le thème de l'intériorité vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. J'ai notamment un Instagram, donc vous pouvez aussi le faire très facilement sur Instagram, mais j'ai aussi mes coordonnées aussi mail sur le YouTube, donc je pense que vous pouvez aussi le faire. Donc n'hésitez pas. Et Sylvain, je te remercie et je vais te laisser le mot de la fin. Oui, ben merci Mehdi d'avoir pris du temps pour moi, d'avoir pris du temps pour me rencontrer, je dirais. J'avais, je dirais que le mot de la fin, je dirais, ça me donne envie d'aller plus loin dans cette exploration de ce qui est assez nouveau pour moi. Tout ce qui tourne autour du silence dans nos vies, dans nos relations, mais le silence vu non pas comme un échappatoire ou une échappatoire, mais plutôt comme un propice à vraiment se rencontrer en profondeur et pas rester dans une sorte d'agitation perpétuelle, pour reprendre l'image du hamster. Merci beaucoup Sylvain et merci à vous. Merci pour vos commentaires et puis, en tout cas, je l'espère. Et en tout état de cause, je vous dis à vous tous, à bientôt.